Voilà, donc on va démarrer ce webinaire. Je m'appelle Muriel Fusy, donc je travaille à l'Agence locale pour l'énergie et pour le climat. Et aujourd'hui, je co-anime ce webinaire avec Maïté Garnier. Et on est ensemble jusqu'à 17h30. Je ne sais pas si vous aviez bien tous noté l'heure de fin ou s'il y a des gens qui ont des contraintes en particulier. Non, c'est tout bon? Donc, dans un premier temps, Maïté va vous donner différentes consignes, justement par rapport à cet outil Zoom que vous connaissez ou pas. Donc, on est bon. À deux dans la même pièce, c'est pas évident. Donc, je vais juste vous partager une image. Je ne sais pas si vous avez tous déjà utilisé Zoom, mais ça me permet de vous dire comment on va s'en servir en tout cas aujourd'hui. Donc, j'ai pris une autre collègue en photo et un autre jour. Donc, vous avez déjà vu en bas à gauche comment allumer et éteindre le son, idem pour la vidéo. Comme on n'est pas nombreux, s'il n'y a pas de souci de connexion, je vous propose de maintenir les vidéos ouvertes qu'on se voit, c'est quand même plus sympa, et d'activer le son uniquement quand on prend la parole. Ensuite, je vous propose de cliquer à la fois sur participants et sur converser. Ça ouvre à droite deux espaces. Sur l'espace participant, vous allez pouvoir vous renommer. Si vous cliquez sur votre nom, il y a une flèche ou un plus marqué à droite et vous pouvez compléter avec le nom de votre structure, votre prénom, votre nom et puis le nom de votre structure. Comme ça, entre nous, on sait qui on est, même si on va faire un petit tour de table. Sur le téléphone, je ne sais pas si ça se présente de la même façon. Mais ça serait chouette, voilà, pour les autres participants d'avoir une indication de qui est là et puis quand on se pose des questions, de qui prend la parole. En bas à droite, là, moi, j'ai un bouton, mais vous avez sans doute une main bleue dessinée. On vous propose, quand vous avez une question, de cliquer dessus. Ça nous donne une indication de qui souhaite prendre la parole. Et on peut sinon également bien utiliser le chat qui sera enregistré. Et c'est intéressant de garder, enfin, du coup, de mettre du contenu dans le chat, que ce soit des questions, des réponses, des liens vers d'autres ressources extérieures, puisque on met ça après à disposition avec l'enregistrement vidéo. Vous avez en bas également un petit bouton marqué réaction en principe. Et là-dessus, c'est pour faire des réactions un peu rapides à l'intervenante. Pouce levé, bravo. Ça permet de, sans forcément prendre la parole, de faire un retour. Si vous avez déjà animé des séances Zoom, c'est toujours un peu déstabilisant d'avoir aucun retour parce qu'on ne voit pas forcément bien les visages, on n'a pas l'audio puisque tout le monde a coupé son micro, et donc mettre un petit pouce levé, merci, ça aide, c'est quand même déstabilisant pour les intervenants. Et en haut à droite, un outil que moi je trouve bien utile pour passer d'un affichage galerie à un affichage intervenant. Donc, lorsqu'on partagera l'écran, vous aurez forcément l'écran en grand. L'affichage galerie vous permettra d'avoir une bandelette avec les vidéos des autres. Mais voilà, c'est chouette d'avoir ces deux options. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tout est clair et si vous avez des questions. J'arrête mon partage. Pouf. Donc, Anaïs qui va maintenir sa caméra éteinte. Oui, j'ai répondu. Voilà. Super. C'est tout bon, en fait, vous êtes super fort avec les visios, quoi. On commence à être habitué. Voilà. Donc, à présent, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Je prends le micro aussi, j'éteins le mien, comme c'est toi. Ouais, tu as pris le micro. Est-ce que je mets le son également? Oui, je mets mon son. Voilà, donc on vient de présenter les consignes. Et maintenant, on voulait vous proposer de faire un petit tour de table, donc où chacun pourrait se présenter, donc nom, prénom,
Et puis, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il est intéressé par ce webinaire? En gros, un peu les attentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait honneur aux hommes parce qu'il n'y en a qu'un? Ah, il n'ose pas. Vous pouvez brancher votre micro. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, je ne vous entends plus, donc c'est super. Je ne sais pas ce qui est passé. Donc, je suis Hervé Glasson. Je fais partie de l'association Le Refuge, qui est une association qui héberge des jeunes de 18 à 25 ans qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie et qui sont rejetés en général par leurs parents. Et du coup, on les accueille environ 7-8 mois maximum pour les restructurer et les aider à faire des démarches administratives et retrouver soit un travail, soit un logement, enfin un peu de tout. Moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui a trait aux appartements, donc tout ce qui est activité d'appartement et aussi aux dons matériels, mais sur les activités d'appartement, un peu de tout, à changer des ampoules et à instaurer aussi des ateliers justement d'économie d'énergie. On aimerait bien faire ça. Donc, ça correspond complètement à nos attentes. Donc, voilà, je suis ici pour ça. Bon, ben, qui est-ce qui a envie de prendre la parole? Geneviève. Voilà, donc Geneviève Joanneau, je suis assistante sociale à la Maison de la Métropole de Rieux. Et en tant qu'assistante sociale, je m'occupe d'évaluer les budgets des gens. Et évidemment, la question de l'éco-geste, l'énergie, tout ça m'intéresse, puisqu'il y a un aspect éducatif dans nos interventions d'assistants sociaux. Voilà, tout simplement. Très bien. Et si on donnait la parole à Anaïs, qui peut même pas montrer sa main, là? Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Anaïs Montagna et je suis chargée de développement durable au Crous de Lyon et je suis en contrat d'apprentissage en master gestion de projet à l'école 3A, donc vers Vèze. Et donc, voilà, la partie des éco-gestes m'intéresse notamment pour la sensibilisation et la partie plus changement de comportement des résidents. Et notamment Maïté qui était déjà intervenue dans nos résidences l'année dernière, il me semble. Maïté confirme. Du coup, Aurélie, du coup. Vous m'entendez? Alors, je ne sais pas quelle manipulation j'ai fait. Et je ne vois plus personne. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais tenter quand même. Donc, Aurélie Massia, conseillère sociale à Lyon Métropole Habitat. Donc, j'interviens auprès de nos locataires en difficulté d'impayés. Et c'est vrai que les éco-gestes pourraient permettre de faire peut-être quelques économies qui seraient nécessaires pour d'autres priorités dans le budget. Et j'ai également été fortement recommandée par une assistante sociale de la Maison de la Métropole de Neuville-sur-Saône qui souhaitait du coup qu'on puisse faire des interventions auprès de locataires communs sur le secteur du Val-de-Saône. Voilà. On vous entend bien, Madame Massia. Donc, votre secteur, c'est Neuville ou j'ai pas compris? Alors oui, j'interviens sur plusieurs communes en fait, sur pas mal de communes du secteur du Val-de-Saône. J'en ai 20 et quelques de communes en tête. Et c'est notamment l'assistante sociale de la MDM de Neuville-sur-Saône qui souhaitait qu'on fasse des interventions communes en fait. Mais ça sera sur d'autres secteurs possibles aussi. Très bien. Très bien. Ben, je crois que tout le monde s'est présenté. J'oublie personne dans les coins, non? Voilà, donc je retourne à mon partage. Non, attends, je vais regarder de nouveau. Non. Non, c'est bon. Ok. Voilà, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, déjà, on va vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, d'abord, on va se présenter un peu mieux que ça, nos structures, rapidement. Donc, Maïté et moi, on va faire une petite introduction pour présenter qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique
et la précarité hydrique liée à l'eau, le concept des éco-gestes, et ensuite tout ce qui est éco-gestes, donc dans le chauffage et le rafraîchissement, dans l'eau chaude et l'eau froide, dans l'électricité spécifique. Il y aura des manipulations également. Vous verrez, attention, on prend des risques. Hein. Voilà. Bon. Donc nous, ben voilà nos têtes. Donc Muriel Fusy, donc moi, mon métier, c'est chef de projet habitat privé. J'ai la référence précarité énergétique, c'est-à-dire ça fait de nombreuses années que je connais ces sujets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre structure, elle s'adresse à toutes les personnes et ceux qui viennent nous voir, en général, ce n'est pas forcément les plus démunis. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller vers vous puisque vous êtes auprès d'eux. Et moi, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et Pardon, excusez-moi, on s'est mal coordonné avec ma collègue. Et on partage nos locaux avec l'association ESPU. Donc Maïté Garnier, je travaille à ESPUL depuis une dizaine d'années. De mon côté, je suis plus sur les sujets d'éducation, de sensibilisation. Je vais être plus aux manettes la prochaine fois. Et aujourd'hui, je suis vraiment en soutien assistance à Muriel. Voilà. Et en termes de précarité, alors j'ai travaillé sur un projet super intéressant à Tarare. Il y a un logement pédagogique qui s'est mis en place avec tout un réseau en fait de travailleurs sociaux de différentes structures, bailleurs, missions locales, services de la ville, associations qui bossent ensemble depuis des années en fait. Et récemment, il y a ce logement pédagogique qui s'est mis en place. On les a accompagnés à la conception d'ateliers. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va bosser aussi sur le prochain webinaire. C'est comment tout ce qu'on apprend aujourd'hui, on le met en mouvement dans un atelier collectif. Même si j'entends que pour beaucoup, dans vos professions, vous avez affaire à vos publics de façon individuelle, ça peut être l'occasion de tenter un autre format. Voilà, sachant que c'est toujours valable en individuel aussi. Très bien. Voilà. Donc, l'accueil du public chez nous se fait par un service qui s'appelle Service Information Énergie, qui a différents noms. Maintenant, on nous appelle FAIR. En tout cas, on donne des conseils aux personnes relatives aux travaux d'économie d'énergie qu'elles souhaitent faire. Donc, avec ce numéro de téléphone-là, on est également à disposition de tout public. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt les personnes favorisées qui vont prendre contact avec nous, donc propriétaires de maisons ou d'appartements. Mais on est également là pour renseigner sur tous les autres sujets liés à l'habitat et notamment les éco-gestes, comme on va voir aujourd'hui. Donc, en introduction, je voulais vous expliquer déjà que la précarité énergétique a été mise dans la loi, donc depuis très récemment, puisque c'était en juillet 2010. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, on appelait ça énergie et précarité. Enfin, en gros, ça n'avait pas de nom. Et maintenant, ça a un nom. Par contre, la définition est relativement floue. En gros, c'est écrit dans cette loi, concerne les personnes qui éprouvent dans leur logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'habitat. En gros, c'est les gens qui ont trop froid l'hiver ou trop chaud l'été parce qu'ils ont des ressources très faibles et parce que leur logement est peu isolé. Par ailleurs, il y a des chiffres qui vont avec ça, notamment 2/3 des Français ont froid chez eux alors que le chauffage est allumé, donc pour montrer un petit peu l'effet courant d'air, parois froides, etc. Et puis, 1 personne sur 5 est touchée par la précarité énergétique en France. Donc, en termes de chiffres encore, selon l'INSEE, qui fait des études régulièrement, on pose la question aux gens, est-ce que vous avez eu froid?
l'hiver dernier. Et là, en hiver 2018, il y a 15% des gens qui ont répondu ça. Et dans 4 cas sur 10, c'est la mauvaise isolation qui est en cause. Donc, par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est le poids aussi de, vous connaissez bien ça en tant que travailleurs sociaux, le poids de ces dépenses d'énergie dans le budget du ménage. Donc, lorsque les revenus sont très modestes, à partir de 8%, on considère que la personne peut être en précarité énergétique. Ce n'est pas encore écrit dans la loi. Il y a quelques temps, on parlait de 10%, mais maintenant, on parle plutôt de 8%. Donc 8% pour un petit budget, ça représente déjà beaucoup. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la précarité hydrique, elle, n'a pas encore de définition légale. C'est un peu différent. La précarité liée à l'eau, puisque il y a 2 problèmes. Problèmes liés aux personnes qui n'ont pas de toit sur la tête, donc avec des difficultés d'accès à l'eau, notamment pour leurs besoins d'hygiène. Mais également, il existe aussi pour les ménages qui ont un toit sur la tête et un accès à l'eau, mais qui rencontrent des difficultés pour acquitter leur facture d'eau. Également, problème que vous devez connaître dans vos activités. Donc, ce vocable précarité hydrique est de plus en plus utilisé. Donc, n'hésitez pas à lever la main, je ne vous vois pas, hein, si vous voulez parler, tu me dis, hein, parce que moi, je ne vois pas tout le monde là. Au niveau de la consommation d'énergie en France, donc quand on fait un gros camembert, ce qu'on appelle un diagramme en rond, eh bien, on se rend compte que 43% de la consommation d'énergie en France est du fait des bâtiments, dont 2/3 des consommations l'habitat. Souvent, on dit mais c'est les industries qui consomment, c'est le transport qui consomme. Finalement, non, la plus grosse part du gâteau, 43%, c'est le bâtiment. Donc, avec beaucoup d'actes individuels dans tout cela. Donc, le logement, donc c'est le premier poste de consommation d'énergie. Donc, pour un ménage, aujourd'hui, on ne parlera que de précarité énergétique, on ne parlera pas de double vulnérabilité énergétique. Juste un petit mot là-dessus, la double vulnérabilité énergétique, c'est aussi bien que la personne, elle a du mal à payer ses factures pour se chauffer, mais également la personne, elle doit utiliser un mode de transport qui lui coûte cher. Donc, elle a la double peine, elle est doublement vulnérable. Voilà, aujourd'hui, on va se circonscrire à l'habitat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne des moyennes qui sont des moyennes françaises et qui sont très variables selon le type de logement. Néanmoins, on observe que toute énergie confondue, on va payer par an entre 1 000 € et 2 000, voire 3 000 € pour une maison. Ça veut dire par mois entre 100 et 300 €. Alors, je dis bien par mois parce qu'il faut faire attention sur les mensualisations sur 10 mois parce que du coup, ça va augmenter un petit peu cette mensualisation sur 10 mois parce qu'on régularise le 11e mois. Voilà, juste pour préciser. Est-ce que j'aimerais bien avoir un petit retour. C'est vrai, c'est dur de ne pas vous voir. Mais est-ce que ce serait possible que vous me disiez si déjà ça vous parle? Est-ce que ces chiffres vous parlent dans un premier temps? Il y a quelqu'un qui lève le doigt? Ah oui, d'accord. Du coup, je vais avancer dans les chiffres. Peut-être que ça vous parlera plus pour les consommations d'eau. Pour les consommations d'eau. Donc, j'ai figuré la consommation d'eau par an pour un ménage avec une piscine, tout simplement parce que on se rend compte que c'est 120 mètres cubes d'eau par an, en moyenne, en France. Donc, ça veut dire 350 € qui tombent en général tous les 6 mois. Donc, voilà, 175 € les 6 premiers mois, 75 € les 6 prochains. Et donc, j'ai bien vérifié le prix actuel du mètre cube dans la métropole. On est à 3,15 €, abonnement compris.
Donc, c'est beaucoup. C'est difficile de se rendre compte avec des mètres cubes. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis également en litres. Donc, ça représente 143 litres d'eau potable, puisque c'est l'eau qu'on a au robinet, donc c'est l'eau potable, par Français par jour. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est 93% pour l'hygiène, les sanitaires, donc les WC, hein, la lessive, la vaisselle, etc. Et seulement 7% pour la boisson et la préparation des repas, voire beaucoup moins pour les personnes qui utilisent de l'eau en bouteille pour boire. Maintenant, au niveau de la consommation d'électricité. Donc, au niveau de l'électricité, ce qui va consommer, c'est l'éclairage, la cuisson, également l'eau chaude sanitaire, tout ce qui est électroménager, on y verra tout à l'heure, le froid, etc., et le chauffage. Mais si on enlève ce qui peut être produit par autre chose, qui peut fonctionner autrement qu'avec l'électricité, c'est-à-dire le chauffage, si on a le chauffage au gaz, on enlève le chauffage, et l'eau chaude, on enlève également l'eau chaude, et bien au total, sur l'année, une famille consomme 2500 kWh, donc ça c'est un peu pour nous. Donc soit, excusez-moi, en euros, ça représente, parce que moi j'ai le truc de 400 € par an. Donc 400 € par an, voilà. Oui, on transmettra le diaporama. Oui, il n'y a aucun souci. Donc même si ça vous intéresse de l'avoir en version modifiable, vous pourrez négocier avec nous, mais on transférera en PDF dans un premier temps. Donc voilà, 400 € par an, ça veut dire 40 € par mois lorsqu'on est mensualisé. Encore une fois, je trouve que c'est important de parler de la mensualisation. Et ça, c'est vraiment uniquement éclairage, audiovisuel, électroménager tout. Et voilà. Donc, lorsqu'on regarde de plus près notre consommation, excusez-moi, on se rend compte que les appareils qui vont consommer le plus en termes d'électricité sont les appareils qui fabriquent du froid. Donc, réfrigérateur, congélateur indépendant, réfrigérateur indépendant. Donc, ensuite, le sèche-linge, si on l'utilise beaucoup, c'est toujours pareil, ça dépend des usages. Le lave-vaisselle, les plaques de cuisson, le four, lave-linge, c'est toujours pareil. Si on est une famille de 7 personnes ou 8 personnes, on va avoir une consommation de lave-linge supérieure à la consommation du réfrigérateur quasiment. Ça, c'est vraiment une moyenne française. C'est pour dire un petit peu qu'aussi, pour les personnes que vous rencontrez et qui sont parfois très mal équipées, et bien finalement, entre changer un lave-linge et changer un réfrigérateur, vu qu'on est toujours dans des arbitrages budgétaires, quitte à en prendre un neuf, il vaut mieux prendre un réfrigérateur neuf qui est bien, qui ferme bien et qui a la bonne étiquette énergie, plutôt que et éventuellement, par contre, prendre un lave-linge d'occasion. Voilà. Donc, autour de tout ça, comme l'objet des webinaires, c'est de vous présenter non seulement donc, cette première fois, donc on va vous présenter les éco-gestes, mais la prochaine fois, pour ceux qui vont participer ou qui vont voir le replay, on vous présentera différents outils d'animation pour que vous soyez à l'aise pour présenter cela à vos publics. Donc, pour cela, on prête une mallette, c'est comme une petite valise à roulettes, dans laquelle il y a différents équipements, et notamment ce jeu qui s'appelle Écologie, qui est très très bien fait, et du coup qu'on va vous montrer. Donc, c'est Maïté qui va vous montrer ça, et du coup, pour que vous voyez bien en grand ce que Maïté va vous montrer, il faut que vous alliez en haut à droite dans Affichage intervenant. Oui, 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 tout à fait. Enfin, est-ce qu'on y voit bien? Moi, je vois bien. Ok. Donc, l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en plus, il est facile à animer. Vous disposez d'un livret qui non seulement vous montrera les règles du jeu,
mais également des informations élément par élément du jeu. C'est-à-dire que vous avez vraiment un support où il y a tout. Et donc, on n'a pas besoin, nous, de passer beaucoup de temps non plus à vous le transmettre le jour où on vous le prête. Ça se présente comme une sorte de Monopoly, hein, avec un plateau où on considère qu'un tour égale une année dans la vie de la famille. On met 2 familles en compétition qui reçoivent 100 € au départ et qui, au fur et à mesure de l'année, vont avoir des opportunités pour faire des petits investissements. À chaque fois qu'ils tombent sur une case pièce de la maison, atelier, cuisine, salon, salle de bain, ils ont des cartes et sur ces cartes, des équipements proposés avec des prix très variables. Ça va de 5 à 400 €, je crois, voire au-delà même. Et à chaque fois, vous avez le prix d'achat et l'économie réalisée au bout de l'année. Certaines cartes sont des pièges, ce n'est pas de l'économie, mais du gaspillage qu'on réalise. Tous ces montants sont calculés. On met une petite pince à linge sur la réglette au fur et à mesure qu'on avance, donc plutôt que de faire tous les calculs à la fin. Et à la fin du tour, on va donc ramasser 70, 150 ou 300 € qui permettent sur le deuxième tour de faire de nouveaux investissements, cette fois-ci plus importants. Alors, c'est un jeu qui marche bien parce qu'il y a vraiment une bonne jouabilité. Chaque carte est disponible une seule fois, donc on sait quand c'est notre tour sur la salle de bain, eh ben, s'il y a une bonne affaire à faire, il ne faut pas la louper parce que sinon c'est l'autre équipe qui va prendre la bonne affaire. Il y a également les cases gaspille, chance, écho qui font piocher des cartes au hasard pendant le jeu. Et on peut gagner plus ou perdre plus, une cagnotte pour récupérer ce que les autres ont perdu. Donc le jeu fonctionne bien en termes de jeu. On aime tous en plus manipuler des sous. Et c'est vraiment l'occasion d'apprendre voilà, cette idée qu'avec des petits investissements, on peut mettre des sous de côté pour plus tard. Alors, soit faire de nouveaux investissements, soit se faire plaisir. Mais qu'on n'est pas obligé de démarrer gros avec des gros travaux d'isolation. Acheter un couvercle pour sa casserole, c'est déjà un premier pas. Voilà, et toutes ces données-là plus précises, élément par élément, vous les avez là. Petit point de vigilance, les prix ont été à peu près bons il y a quelques années. Pour certains, notamment pour les lampes, les prix ont beaucoup baissé. Voilà. Oui, ça va plutôt dans ce sens-là, de toute façon. Dans tous les cas, ça donne un ordre de grandeur. Voilà pour la maison économe. Je passe le micro. C'est bon. Donc, ce jeu, on l'utilise lorsqu'on fait l'atelier. On le met en pratique vraiment. Ainsi, les travailleurs sociaux peuvent vraiment se rendre compte que c'est assez facile. Vraiment, on a des excellents retours. Donc, maintenant, on va parler donc, des éco-gestes, le concept d'éco-gestes. Donc, ce mot est rentré, il est rentré carrément dans le petit Robert, puisque je vais vous donner la définition justement du petit Robert. Non, du Larousse. Ah oui, c'est son concurrent. Donc, c'est une action simple. J'ai la tête de Maïté, là. Action simple et individuelle de la vie quotidienne qui répond à un souci environnemental. Voilà, c'est ça un éco-geste. Donc, un éco-geste, ça veut dire que finalement, c'est une action qui ne va pas nous demander d'investissement, c'est juste changer une habitude. Et quand je dis juste changer une habitude, vous verrez dans le webinaire 2, et là je fais un teasing, que changer une habitude, ce n'est pas facile. Voilà. Et ça ne demande pas non plus d'investissement, moyennant quand même des petits investissements. On vous montrera tout à l'heure justement des petits équipements d'économie d'énergie. Donc justement, l'impact des éco-gestes est estimé en moyenne à 10% d'économie d'énergie. Donc ça représente entre 50 et 200 € par an. Alors, il ne faut pas trop le vendre comme ça aux gens. Mais
Néanmoins, lorsqu'on fait le jeu qu'on vient de vous montrer, on se rend compte quand même qu'on arrive à faire des sacrées économies au bout d'un an. Et surtout sur les postes les plus importants. Mais justement, parlons-en de ces postes les plus importants. Commençons par le chauffage. Donc, le chauffage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la vie et on n'est pas tous égaux selon là où on habite. C'est-à-dire que sur cet immeuble, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont avoir très chaud l'été, ceux qui sont en haut et dans les coins. Il y a des gens qui vont avoir plutôt froid. Donc pareil, c'est ceux qui sont dans les coins avec le plus de déperdition possible. Cet immeuble est un petit peu petit. Si vous voyez avec ma souris, je vous montrerai. J'aimerais bien également qu'il soit un peu plus large pour vous montrer que là, il y a des gens qui sont super bien placés finalement parce qu'ils ont peut-être le bruit des voisins, mais ils ont aussi leur calories, c'est-à-dire la chaleur produite qui va arriver chez eux. Donc très concrètement, dans un immeuble, tout n'est pas égal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les familles que vous accompagnez, parfois, il n'y a pas à faire, il n'y a pas suffisamment d'argent pour chauffer suffisamment le logement parce qu'il est mal placé. Voilà, donc c'est ce qu'on milite un petit peu là-dessus avec une autre association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Solia, et on appelle ça le relogement énergétique. Parfois, il y a des gens qui ont des logements qui sont vraiment trop dégradés, avec des propriétaires qui ne veulent rien faire, et il vaut mieux envisager un relogement dans un endroit mieux placé dans un autre immeuble. Donc, on va commencer par la ventilation. Donc, la ventilation, c'est quand même le côté, disons, le côté sanitaire. Pourquoi? Parce que renouveler l'air, c'est vraiment indispensable pour évacuer l'humidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les logements qui ne sont pas suffisamment chauffés, et notamment dans les pièces qui ne sont pas suffisamment chauffées et dans les coins, ce qu'on appelle les ponts thermiques, eh bien, il peut y avoir, du fait de la paroi froide, une condensation de la vapeur d'eau qu'on produit tous parce qu'on respire, parce qu'on se lave, parce qu'on fait la cuisine, qui va développer des moisissures. Et donc, si on installe un système de ventilation continue, donc c'est ce qu'on montre ici avec les bouches, eh bien, on va vraiment diminuer ces problèmes-là. Voilà, et ça, je peux vous dire que c'est du vécu, parce que moi-même, je l'ai fait dans un logement où je suis arrivée. Il y avait de la moisissure dans ma chambre. Une fois qu'on a installé la VMC, et même si on a eu 2 enfants et qu'on avait plus de linge à l'intérieur, il n'y avait plus de moisissure, ça ne revenait plus. Autre éco-geste, donc c'est sur le chauffage. Donc forcément, c'est ce qui consomme le plus. Tout à l'heure, on a vu 59%. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la diapo, excusez-moi, au niveau de la consommation d'énergie globale d'un ménage, on va retenir 60%. On va retenir, allez, on va grossir un peu les traits, on va dire presque 2/3. Il y a quelque chose qui est beaucoup connu, c'est que de baisser le chauffage de 1 degré, ça fait environ 7% d'économie d'énergie. Et effectivement, ça c'est vrai. Et c'est bien repris dans les plaquettes de l'ADEME. Et puis ce qui est important aussi, c'est de baisser le chauffage la nuit, donc à 16 degrés. Et également lorsqu'on quitte la pièce ou lorsqu'on part plus d'une journée. Voilà, donc d'où l'importance de la régulation et d'autant plus lorsque les personnes n'ont pas un bon système de thermostat. Ils devront faire eux-mêmes ces réglages et faire attention à tout cela. Maintenant, on arrive dans une période, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, avec les problèmes de changement climatique où on aura des épisodes de canicule qui vont être de plus en plus longs et de plus en plus intenses. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on fait pour se rafraîchir. Sans mettre une clim, et encore, voilà, puisque si on met une clim, en plus, les gens défavorisés, en général, ils ne peuvent pas vraiment se faire installer une clim avec une sortie d'air, donc ils achètent une clim, et puis du coup, ils laissent en permanence une fenêtre entrouverte pour mettre ce fameux gros tuyau qui va évacuer l'air chaud. Très concrètement, ça va leur provoquer une hausse de la consommation d'électricité. Donc, on n'aura pas réussi le truc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer les volets et les rideaux la journée. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile surtout quand on ne travaille pas, parce que du coup, ça fait un peu triste. Mais bon, il y a quand même parfois la possibilité de laisser un petit peu de lumière quand même. Mais
le résultat est là. Moi, je suis allée souvent chez des gens qui disaient, oui, mais moi, je fais des courants d'air. Donc, il y a quelqu'un qui lève la main, je lui laisse la parole juste après. Donc, faire des courants d'air, c'est pas bien. Quand il fait 30 ou 32 degrés la journée, courant d'air, c'est pas bien. Donc, il y a Maïté qui veut prendre la parole. Donc, je vais couper mon micro. Juste pour préciser la logique, c'est bien que le soleil ne traverse pas la vitre. La vitre, ça fait comme dans toute serre, effet de serre. La lumière qui traverse est transformée en chaleur. Il est préférable, par exemple, le matin, quand il fait encore frais, d'ouvrir vraiment grand pour s'assurer que le soleil ne va pas traverser la vitre, parce qu'une fenêtre entrouverte, le soleil traverse quand même la vitre. Ça transforme la lumière en chaleur. Donc, il faut vraiment se débrouiller pour que les rayons du soleil ne touchent pas les vitres. C'est ça la clé. Quand on ferme les volets, les rideaux, ça sert à ça. Et quand il fait, oui, quand on est de l'extérieur, c'est pour ça. Et si on veut aérer et ouvrir donc les volets, s'assurer que le rayon de soleil ne touche pas la vitre. Ça va faire une belle différence aussi. Je te repasse là. Donc, merci Maïté pour cette précision. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité d'avoir des ventilateurs, donc de plafond de préférence, mais ça ne se fait pas encore trop en France. C'est compliqué, et puis il faut les installer, mais bon, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis bon, ça fait un tout petit peu de bien parfois, mais étendre le linge à l'intérieur aussi quand il fait très chaud, parce que ça va donc, avec l'évaporation de l'eau, ça va un tout petit peu prendre de la chaleur de l'air. Mais un petit peu, c'est pas non plus énorme. Oui, alors là, du coup, on vous fait parler avec une première petite session de questions, si vous voulez réagir par rapport à des choses que vous avez vécues vous-même, ou les familles que vous accompagnez. Je vais prendre la parole. Donc, c'est vrai que dans le logement social, nous, notre parc du Val-de-Saône, on a beaucoup de logements qui sont équipés d'un logement collectif, d'un chauffage collectif, donc du coup, avec Aurélie, une régulation. vous n'avez pas activé votre micro, je vois que vous parlez. Si elle est activée. Si. Si. Ah d'accord, c'est nous de notre côté, excusez-nous. Pardon, Aurélie. Quelqu'un m'entend, du coup, je ne sais pas. Parce qu'il est bien activé. Vous m'entendez? Vous entendez, hein. Oui, excusez-moi. D'accord. Donc, je disais qu'effectivement, dans le logement social, enfin, notamment sur notre parc, on a beaucoup de nos logements qui sont en chauffage collectif, donc du coup, avec une régulation qui est difficile. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nos locataires qui sont habitués à être dans du chauffage collectif, dès qu'ils passent en chauffage individuel, la première année, la facturation est catastrophique parce que du coup, ils chauffent comme ils étaient chauffés dans le collectif et du coup, se retrouvent avec des factures énormes. Donc, effectivement, il y a un apprentissage à faire pour pouvoir leur dire que un chauffage, ça se baisse dans la nuit quand ils sont absents et surtout que de chauffer à 24, ça coûte très, très cher, quoi. Et que du coup, il faut apprendre parce que souvent, nos anciens logements sont souvent bien chauffés, on va dire. Ils sont quand même plutôt bien, effectivement, selon où ils se situent, parce que des logements en rez-de-chaussée ont souvent plus froid que des logements en 3e ou 4e étage entre deux couches de logement. Mais du coup, voilà, il faut que les gens apprennent à mettre des pantoufles l'hiver, apprennent à mettre une veste, et c'est normal d'être habillé chez soi l'hiver et pas en débardeur, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un apprentissage, ça. Est-ce que je peux intervenir? Donc, en fait, moi, ça me fait réagir. Alors, c'est rigolo, le ventilateur du plafond. Alors, à titre personnel, je viens d'en commander parce que du coup, je trouve que ça rafraîchit bien et puis ça évite d'avoir une clim. Et c'est peut-être moins polluant, du coup. Ensuite, toujours à titre personnel, mais au travail. Alors nous, on vit, on est surchauffé l'hiver. Et ça me fait réagir aussi par rapport au bâtiment que vous montrez. Ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils ont très très froid. Et ceux qui sont au 4e étage, ils ont, c'est pas loin de 30 degrés, enfin c'est 27 degrés à peu près.
Il fait une chaleur, on est comme ça, en petit débardeur, pour ceux qui sont au 4e. Et là arrive la canicule, enfin, peut-être qu'on va avoir une canicule. Et pareil, ça va être un cauchemar, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui vivent dans les bâtiments à proximité, hein, puisqu'on est au milieu de logements sociaux. Et c'est pareil, hein, il y a pour certains locataires les mêmes problématiques qu'on rencontre nous. Nous, on est au travail, c'est toute l'année dans leur logement. Et ça, c'est difficile de pouvoir faire changer les choses, du coup, parce que le bailleur, il ne peut pas vraiment intervenir, là. Comment faire? Voilà. Bon. Alors là, très concrètement, je pense qu'il y a quand même des travaux de régulation à faire. Après, le problème, c'est que sur les anciennes installations, je ne sais pas si le bâtiment est ancien, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut tout refaire. Il n'y a pas moyen de réguler, quoi. Ça a été mal fait du départ, si vous voulez. Parce que, il y a 40 ans, 50 ans, eh bien, les choses étaient moins avancées, etc. Il y avait moins de problèmes aussi au niveau du coût des kilowattheures. Et voilà. En tout cas, je compatis. Et essayer de faire remonter au maximum personnes qui peuvent agir, quoi. Tout le monde est au courant. On a eu des travaux extérieurs chez les voisins et chez nous. Ils ont encore rajouté de l'isolation. Mais bon, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, changement de fenêtre, changement d'isolation extérieure. C'est vraiment un problème de chauffage, de régulation du chauffage. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Vraiment complexe. C'est ça. Hervé, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, je me posais la question sur le fait de baisser le chauffage à 16 degrés la nuit. Quel était le delta le moins énergétique, calorifère peut-être, je ne sais pas quel terme, utilisé entre la température de la nuit et la température du jour, notamment en hiver? Alors, nous, en général, ce qu'on dit, c'est donc 19 degrés en moyenne dans les pièces la journée. Donc, on peut monter jusqu'à 20, on va dire, dans le salon. Voilà, 21 quelques heures dans la journée. Mais 16, globalement, voilà, c'est ce qu'on préconise pour la nuit, notamment dans les chambres. Et partout ailleurs aussi, puisque la nuit, normalement, on dort. Donc, alors ce delta, voilà, c'est à peu près 3-4 degrés. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas couper complètement, parce qu'après, on va avoir plus de mal à retrouver un petit peu de chaleur. Néanmoins, je dirais que pour les logements qui sont équipés donc de radiateurs très anciens électriques, qui s'appellent des convecteurs, que nous, on appelle des grippins, eh bien, ces convecteurs, en fait, finalement, il vaut mieux carrément les éteindre quand on n'est pas là. Parce qu'en fait, toute la journée, sinon, par exemple, si on part toute la journée travailler et qu'on laisse allumer notre convecteur, toute la journée, il va chauffer l'air, s'arrêter, réchauffer l'air, s'arrêter. En fait, un convecteur, ça va chauffer de l'air, ça ne va pas chauffer les corps et la masse, et les meubles et les murs, etc. Donc, dans le cas spécifique du convecteur, eh bien, il vaut mieux l'éteindre carrément. Et je sais qu'il fera froid en arrivant, mais il vaut mieux carrément même le remplacer, ne pas en avoir du tout. C'est-à-dire utiliser un radiateur. Moi, ce que je dis aux gens qui n'ont que des convecteurs chez eux, écoutez, achetez un bain d'huile, programmez-le. Et vous le programmez, vous mettez les heures que vous voulez. Et puis, vous mettez, par exemple, si vous vous levez à 7 heures, vous le programmez 1 heure avant. Et quand vous vous levez, vous serez bien dans le logement. De même, programmez-le aussi pour le soir. Voilà, c'est un petit peu le plan B, mais c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Ça répond à vos questions? Bon, tant mieux. Moi, j'ai une question du coup.
Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Madame Massia. En fait, est-ce qu'on peut agir auprès des bailleurs qui ont laissé des grille-pains dans les logements et est-ce qu'il y a sachant que c'est vraiment un gouffre financier et en plus que ça chauffe mal, est-ce que il y a un moyen aujourd'hui de faire changer ça ou pas? Alors, est-ce que la question est posée à moi ou à la pauvre Aurélie qui représente les bailleurs HLM aujourd'hui? Alors, si elle est posée à moi, il n'y a pas encore de réglementation coercitive. Hein, voilà. Ce qui est très important, c'est que vous entendez peut-être en ce moment à la radio ou à la télévision qu'il y aurait peut-être des réglementations qui vont naître. Pour l'instant, il n'y en a pas. Voilà. Et le problème des bailleurs, bon, moi je réponds quand même un tout petit peu, après je vous laisserai la parole, Madame Massia, mais c'est quand ils ont des programmes pluriannuels de rénovation de leur logement et qu'ils n'arrivent pas à faire face à tout ce qu'il faut faire. Donc, tout ça est bien étalé dans le temps. Tout ça prend du temps. Et voilà, et il y a un équilibre financier qui ne se fait pas bien. C'est-à-dire, il n'y a parfois pas assez de ressources du côté du bailleur. Si vous parlez HLM, bailleur HLM. Après, le bailleur privé, c'est encore autre chose, hein, parce que lui, il a envie de rentabiliser son bien. Et parfois, ce n'est pas parce qu'il est bailleur aussi qu'il a de l'argent. Donc, ça coince aussi là-dessus. C'est effectivement. Alors, moi, je voulais juste intervenir par rapport à. Alors, je vous expliquerai après pourquoi. Mais par rapport aux bailleurs, effectivement, aujourd'hui, notre souhait, c'est bien d'améliorer notre parc avec les dernières modifications, notamment la diminution de l'APL, la RLS, etc. On a quand même de moins de rentrée d'argent qu'avant. Et du coup, il y a des choix qui doivent être faits encore plus drastiques et ce n'est pas simple. Et je voulais juste rajouter, moi, c'était par rapport à la température. Vous disiez tout à l'heure que c'était 19 degrés. Juste pour dire que 19 degrés pour une personne âgée dans un logement, c'est froid. Oui. Et rester toute la journée, c'est voilà. Et c'est souvent effectivement, je trouve que les températures, c'est toujours très compliqué de leur dire il faudrait que ce soit à cette température-là plutôt qu'une autre. Parce qu'il y en a même 21 degrés quand on est assis dans la télé toute la journée, c'est encore très froid et qu'on a besoin d'une couverture, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais plutôt de moyenne dans le logement. Donc, c'est-à-dire que si on laisse sa chambre à 16, par exemple, toute la journée, on peut comme ça avoir 21, 22 dans le salon. Vous voyez, c'est vraiment, il faut le raisonner sur 24 heures et sur l'ensemble du logement. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Hein. On n'est pas des ayatollahs, nous, du 19 degrés. Hein. On sait qu'à 19 degrés, on peut avoir froid. Tout à fait. J'ai une autre question. Récemment, dans un logement social très très récent, hein, je crois que plus ou moins 1 an, les logements sociaux, un locataire se plaignait que l'air froid l'hiver, passait sous la fenêtre. Donc, il y a quand même dans certaines constructions neuves des malfaçons qui font que du coup, on voudrait répondre à des normes énergétiques et finalement, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est voilà. Oui. Tout. Alors, pour le coup, dans la il y a une réglementation pour le neuf qui est une réglementation assez drastique. Mais par contre, le problème, c'est que derrière, on n'est pas là pour voir ce que fait exactement le menuisier quand il pose sa fenêtre. Donc, il faut, je suis d'accord avec vous. Après, il faut bien qu'il le signale au bailleur, voir s'il y a une possibilité de revenir, de mettre des joints qu'on peut coller, mais des bons trucs, quoi. Il faut quand même le signaler, ce genre de choses. Parce qu'en plus, dans le délai, il y a un délai pendant lequel on peut se retourner vis-à-vis de l'entreprise. Je crois que justement, c'est 1 an. C'est ce que j'allais rajouter, effectivement. Dans le cadre des logements, des constructions neuves, il y a une garantie de parfait achèvement qui dure 1 an. Donc, toutes les malfaçons, il faut le signaler au bailleur dans ce délai-là pour justement puisse se retourner, nous, contre les entreprises pour dire il y a une difficulté qui puisse du coup réintervenir. Un an, c'est très court finalement. Très, très court. Ça laisse le temps de passer un hiver quand même, dans tous les cas. Donc, on se rend compte des choses qui dysfonctionnent.
Tout à fait. Très bien. Donc, on reprend un petit peu le fil. Donc, on va maintenant passer à une autre thématique. Donc, c'est l'eau chaude et l'eau froide. Là aussi, on consomme quand même beaucoup dans un logement là-dessus. Donc, le plus important, c'est de passer le moins de temps possible sous la douche ou d'avoir des systèmes qui nous permettent de faire des économies. Donc, j'ai mis également sur cette diapositive donc, le fameux pommeau de douche ou de baignoire. Alors, évidemment, la baignoire utilisée en douche, parce que quand on remplit une baignoire, eh ben, voilà, on ne va pas faire des économies. Et qu'est-ce qui fait ce pommeau? Ce pommeau, en fait, il fait rentrer de l'air en même temps que de l'eau. Donc, ce qui fait qu'il va donner le même débit donc, du coup, ça va diminuer la consommation sur une douche entière. Donc, ça peut être soit un pommeau comme ça, soit une bague qu'on va placer donc, juste avant le flexible. Et pareil, qui va faire des consommations, une diminution des consommations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va vous faire faire oui, comme si vous étiez avec nous, une petite manipulation pour mesurer justement le débit d'eau qu'on a normalement au robinet. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on fait des ateliers ici. Voilà, donc j'arrête mon partage pour que Maïté puisse prendre la suite. Je n'entends pas. Est-ce que Maïté parle? Je n'entends pas. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, je vous entends cette fois. Donc, j'ai rempli en mettant le robinet à fond et en comptant jusqu'à 10 secondes. Le sac, lui, va calculer combien ça fait de débit à la minute. Donc là, on est à presque 12 litres minute. Et lorsqu'ensuite, on installe le mousseur, on refait la manip et on voit la différence. Donc, on montre rapidement et de façon très visuelle l'intérêt d'installer des mousseurs. Donc, pour faire cette manip en groupe, vous vérifiez que votre bague de robinet, elle n'est pas tout coincée par le calcaire. Auparavant, il faut faire un test. Et puis, vous allez venir installer. Donc, souvent, il y a une grille. On enlève la grille qui vient de base et vous venez installer votre mousseur. Bon.
dans la bague et puis remettre au robinet. Et à ce moment-là, vous refaites le plein de votre sac. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le faire en même temps que le jeu. C'est-à-dire quand les gens tombent sur la carte mousseur, dire « Ok, vous avez tiré la carte mousseur, vous achetez un mousseur, on va l'installer réellement. » Et comme ça, on fait des alternances entre le jeu de société et un atelier concret. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux mousseurs, aux économies d'eau. Je vous montre dans le sachet, vous aurez aussi donc la douchette. Donc là, c'est la douchette elle-même qui est économe. Ce n'est pas une bague à installer, c'est vraiment changer le goût, quoi. Vous trouvez aussi ce sac qui est pour occuper du volume dans la citerne des WC. Et donc avoir moins d'eau qui s'écoule à chaque passage. Il y a des gens qui mettent une brique ou une bouteille d'eau. La brique a l'inconvénient qu'elle peut s'effriter. Voilà, enfin, l'idée c'est bien la même, d'occuper un volume dans la citerne et donc avoir moins d'eau qui s'écoule à chaque fois qu'on tire la chasse. Et donc on a mis plein de petits mousseurs pour tester et je crois qu'on en a donné. S'il vous plaît, l'économiseur. Vous pourrez repartir aussi si vous organisez un atelier avec des mousseurs à offrir. L'économiseur de WC, vous le trouvez où? J'en ai jamais vu. Oui, donc ce qu'on vous a montré à présent, donc c'était donc un mousseur qui est indiqué ici, donc pour cette pièce-là, donc qui est la salle de bain toujours, en vous indiquant également que le premier geste à faire, c'est de repérer les fuites et de les réparer rapidement parce que, alors j'ai pas les chiffres ici, mais c'est phénoménal ce qu'on peut passer lorsqu'il y a un robinet qui fuit, en se disant je le réparerai demain, mais c'est une catastrophe. Donc, comment faire également pour savoir si on a des fuites qui sont éventuellement inconnues? Donc, on dit aux personnes donc, de faire un relevé le soir, d'essayer de ne pas tirer la chasse d'eau la nuit et pas prendre de l'eau la nuit. Et ensuite, le matin, ils vérifient et ils regardent s'ils ont le même index au niveau de leur compteur d'eau. Donc, ça leur permet de voir s'il y a des fuites qui sont un petit peu des fuites, je dirais, un petit peu cachées. Il y en a notamment au niveau de la chasse d'eau. Elle se voit également lorsqu'il y a un dépôt calcaire qui se dépose assez facilement, puisque finalement, ça fait tout le temps un gros filet d'eau comme ça qui va couler. Ensuite, tout ce qui est comportement, usage, donc préférer les douches au bain, couper l'eau pendant le savonnage, etc. etc. Donc ça, c'est issu d'un document qu'on remet donc aux travailleurs sociaux qui veulent animer des ateliers et que ces documents peuvent être laissés aux particuliers ensuite, aux personnes qui suivent l'atelier. Donc ça, on l'a déjà fait, c'est pour vous le montrer également en plus gros, également pour vous expliquer pourquoi Maïté était sur une planche, parce qu'en fait on est dans un bureau, on est dans un bureau qui n'est pas vraiment un bureau, qui est une cuisine, avec un robinet très récent qui ne nous permet pas de mettre ce truc-là. Et là, tout à l'heure, quand Maïté a pris le débit d'eau, donc même si on a compté peut-être pas très bien jusqu'à 10, mais quand même, je me rends compte que et je suis énervée à cause de ça, ce robinet récent n'a pas de mousseur intégré, n'a pas de réducteur de débit d'eau, puisque le débit d'eau actuellement sur le réseau dans la métropole, c'est 11 litres minute, et c'est ce que donnait le résultat. Voilà. Donc voilà pour l'eau. Donc passons maintenant donc à l'électricité. Tout à l'heure, je parlais donc du réfrigérateur. Donc le réfrigérateur, effectivement, quand il est ancien, il vaut mieux prévoir de le changer. Et puis également penser à le dégivrer et nettoyer la grille derrière qui prend la poussière. Donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est même plus important que de couvrir les casseroles, mais il faut quand même le faire. Voilà, surtout si on fait beaucoup de cuisine. De même, au niveau des programmes lave-vaisselle, plutôt utiliser le programme Eco et aussi bien penser à remplir son lave-vaisselle. Ça, en général, ce n'est pas un souci. Maintenant, les éco-gestes dans le salon.
Donc, il y a tout ce qu'on peut faire au niveau du chauffage, on en a parlé tout à l'heure, hein, baisser de 1 degré le chauffage si on peut, en mettant des pantoufles, en s'habillant et en mettant un plaid. Choisir des lampes à LED, on va vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est des diodes électroluminescentes, ça se dit à l'envers. Maintenant, mieux que les lampes basse consommation, c'est LED, qui coûte quasiment aussi cher qu'une lampe basse consommation par le passé. Également, éteindre les veilles dès que possible. Ça représente à peu près 10% d'électricité consommée en moins sur une année. C'est absolument énorme. Et justement, j'aime beaucoup cette phrase-là qui dit qu'une box allumée 24 heures sur 24, c'est la consommation d'un réfrigérateur. Et c'est vrai que la box n'a pas besoin d'être allumée 24 heures sur 24. La box peut être éteinte la journée, elle peut être éteinte la nuit. Quand on n'a pas d'ados qui veulent l'utiliser jusqu'à minuit ou 2 heures du matin. Donc, elle peut être éteinte donc, sans problème, c'est-à-dire que quand vous la rallumez, il y a un tout petit délai, mais ça ne casse pas la box. Il y a beaucoup de gens qui se posaient ces questions-là. Maintenant, au niveau de ce qu'on appelle la buanderie, enfin en tout cas le poste linge, l'idée c'est de laisser sécher le linge à l'air libre, si possible. C'est pareil, hein, quand on a 5 ou 7 enfants, c'est un peu compliqué. Laver le linge, si possible à 30 degrés. Bon, voilà. Parce que ça fait à peu près 3 fois moins d'électricité qu'à 90 degrés. Et puis également, opter lorsqu'on peut avoir un budget pour l'achat, opter pour des appareils A. Et maintenant, on a les A+, voire A+++. Hein. Donc, avec une consommation d'électricité qui est modérée et également une consommation d'eau qui est modérée. Il y a la consommation d'eau qui est indiquée également sur les étiquettes à présent. Donc, au niveau de l'éclairage, on fera juste une manipulation juste après. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas Versailles, comme on dit. Donc, toujours éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce. Profiter au maximum de la lumière naturelle quand il n'y a pas de la canicule dehors. Donc, ne pas se suréclairer, préférer les abat-jours clairs qui laissent mieux passer la lumière et puis dépoussiérer également. Avec également cette plaquette de l'ADEME. Donc, nous, on les a sous format papier, ces plaquettes, et elles sont également accessibles. Tout à l'heure, Maïté vous a envoyé le lien par Internet, donc sur le site de l'ADEME. Donc, vous avez toutes les informations. C'est des documents qui sont un peu lourds, hein, il y a beaucoup d'informations, mais lorsque vous préparez un atelier, c'est bien d'en faire une petite lecture auparavant. Donc, on va passer maintenant à la manipulation ce qu'on appelle le wattmètre. Donc, ça consomme la puissance électrique qu'on va utiliser de façon instantanée pour un équipement. Donc là, on va vous montrer d'abord avec une bouilloire. Donc, je vais laisser la parole à Maïté. Alors oui, test micro d'abord. Est-ce que c'est bon? Oui, super. Voilà, donc le wattmètre, c'est également un outil qui est disponible dans la mallette et que vous pouvez donc emprunter pour faire des démos avec vos publics. C'est la même chose que le compteur que vous avez chez vous, mais qui permet de visualiser la puissance ou la consommation d'un seul appareil. Donc là, on rentre sur des petites notions d'énergie. La puissance, c'est donc en instantané combien de watts soutire l'appareil au réseau. La consommation, c'est dans le temps. Prenez l'exemple d'une voiture, vous pouvez avoir une Porsche qui est très puissante. Si elle est à l'arrêt, elle ne consomme rien. Okay, donc la puissance, c'est vraiment une caractéristique de l'appareil. Et la consommation, ça dépend du temps d'utilisation, pour faire vite. Hein. Donc, dans la mallette, vous avez également une lampe et des ampoules. Donc, vous pourrez faire le test avec la lampe et les ampoules. Je vais aussi vous montrer quand même pour une bouilloire pour que vous ayez un ordre de grandeur. Sur le wattmètre, il y a plusieurs modes et nous, on va choisir lorsque W s'affiche, on est bien sur la puissance, les watts. Donc, on branche son wattmètre sur le secteur, là, sur un multiprise pour l'amener
à ce que les gens voient bien. Et vous voyez bien l'écran là? C'est bon? Je démarre la bouilloire. Et on voit tout de suite l'appel de puissance. Ouais, je suis en train de mettre Donc là, on est à 2000 watts à peu près. Hein. Voilà, sur un convecteur, on peut monter à 3000. Donc c'est à nouveau, à chaque fois qu'on chauffe, on va avoir des consommations qui montent assez haut. C'est pour que vous relativisiez après par rapport aux ampoules. J'essaie d'être rapide, mais du coup, vous avez dans la mallette différentes ampoules. Les ampoules incandescence, halogènes, basse conso, je les mets dans l'ordre, hein, et LED. Donc là, je vais vous prendre juste les extrêmes pour que vous voyez bien le... Ah, celle-là est vide, super. Donc l'halogène. Donc les incandescentes, elles sont interdites maintenant, sauf... Ah, non, les incandescentes sont interdites et les halogènes, ça va venir, c'est en cours. Donc on reste plutôt sur les, de toute façon, des choix de basse conso et LED. On va faire les tests rapidement. Donc là, sur l'incandescente, on monte à 65 watts à peu près. On y voit sur l'écran Bon, je vous le dis, hein. Vous me faites confiance. Ah si, c'est bien. Et donc là, pareil, c'est chouette de le faire à plusieurs, que les personnes puissent tester, voir d'elles-mêmes. Donc je passe à l'extrême inverse, on va un peu vite, mais on a choisi des ampoules. Donc c'est l'occasion de regarder sur les boîtes des ampoules les différentes informations. Parce qu'on a donc là les 15 watts, par exemple, de la basse conso et il nous donne l'équivalent en incandescente. Mais en fait, il faut commencer maintenant à regarder ce qu'on appelle les lumens, qui donnent vraiment une indication de l'éclairage que cette lampe va offrir. Et en ce qui concerne la couleur, on a de plus en plus souvent cette réglette qui va du bleu au rouge orangé, pour savoir si on a une lumière froide, une lumière chaude ou une lumière blanche. Donc l'éclairage fourni par la lampe, c'est vraiment bien les lumens qui vont apporter cette information, puisque selon la technologie choisie, la consommation va être différente, la puissance va être différente, et donc c'est difficile de comparer une ampoule LED d'une ampoule basse conso, d'une ampoule halogène, si on ne regarde que les watts. Okay, donc là, toutes les quatre ont à peu près le même éclairage. En termes de lumens, on tourne autour de 800 lumens. Mais en termes de watts, on a donc des grosses différences. J'essaie de centrer ça sur la caméra. Je ne sais pas si c'est visible. Fort bien. Donc là, on est à 9, hein, 9-10 watts pour la LED. Voilà, il faut savoir que du coup, chaque heure d'utilisation, ça tourne, hein, le compteur tourne. Autant la bouilloire, c'est une grosse puissance, mais on s'en sert que quelques secondes. Autant les ampoules, on a tendance à les laisser allumer pendant des heures. Et en France, on a cette culture de vouloir y voir clair dans toute la pièce, alors que dans les pays nordiques, c'est vrai qu'ils ont pris l'habitude d'éclairer juste l'endroit dont ils ont besoin, leur cuisine, leur plan de travail. Leur bureau, etc. Ça, c'est peut-être aussi une petite culture à changer dans nos habitudes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la manip wattmètre. Si besoin, si vous empruntez la mallette, on peut la refaire de visu, quoi.
Donc, ce que vous a montré Maïté, ça nous aide à se définir dans ce qu'on appelle la pyramide des consommations. Donc, ça me permet également de vous présenter un outil qu'on peut mettre à disposition en prêt. Donc, c'est un peu lourd, désolé, puisque c'est aimanté. Mais on prête cet outil en fait pour essayer de définir justement la différence entre puissance et consommation. C'est-à-dire qu'un appareil qui va être assez puissant, comme par exemple un appareil à raclette, ou bien un ventilateur, ou bien un grille-pain, il est juste au-dessus, et bien va être assez bas dans la pyramide. Parce que finalement, ce qui va consommer le plus en électricité, c'est le fameux chauffage, l'eau chaude, et puis tout ce qui est donc pour la cuisson, le four. Là. Donc voilà, ça nous permet un petit peu de voir là où il faut aussi le plus concentrer ses efforts. Cela dit, selon les personnes, on peut avoir des usages très importants. Par exemple, la bouilloire, l'utiliser très très souvent, donc ça va remonter. Le fer à repasser, ne l'utilisez jamais. Donc, ça veut dire qu'on va creuser là en dessous la pyramide. Voilà, un souterrain. Donc, du coup, cette pyramide des consommations est utilisée comme un jeu en animation. C'est-à-dire qu'on va avoir des cases qui sont vides. Et puis, on va demander aux personnes de replacer les différents équipements dans les cases. Donc, ça permet surtout un échange, un dialogue entre les gens. Encore une fois, c'est pas pour leur faire la leçon, c'est vraiment pour favoriser l'échange. Donc, pour aller plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, on vous a montré tout à l'heure la mallette. Donc, la mallette, ça, c'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez faire une animation, donc dans lequel il y aura le jeu, il y aura donc le débitmètre, donc sous la forme du sac, les réducteurs de débit, donc pour faire les manipulations, le wattmètre qu'on vous a montré tout à l'heure avec les différents types d'ampoules, et un thermomètre également, très important. Donc, il y aura tout ça dans le sac, ainsi que des plaquettes à distribuer donc aux participants. Et donc, par contre, si vous voulez aller plus loin, et pour chez vous ou à votre bureau, donc aller plus loin avec d'autres outils de mesure, vous pouvez nous emprunter ce qu'on appelle la biwatt, qui est un jeu de mots avec boîte. Et donc, là-dedans, il va y avoir un peu plus de choses. Il va y avoir notamment un petit appareil qui est là. Je vous enverrai une vidéo qui présente la boîte. Ça sera plus facile pour vous de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et en tout cas, donc ce petit appareil, en fait, va mesurer, il se branche en fait sur la douche, sur le flexible de douche. Il va mesurer le nombre de litres que vous utilisez dans votre douche et le nombre de kilowattheures. Donc, il est hyper intéressant. Moi, je l'ai utilisé notamment en famille. C'est vraiment très, très intéressant de voir chacun nos pratiques, etc. Bon, du coup, mon grand garçon m'a dit, au bout d'un moment, enlève-moi ce truc, je culpabilise. Voilà. Et le petit m'a dit, maman, je consomme encore moins que… Non, mais toi, tu te laves. Voilà. Donc, le truc, c'était… La pédagogie, c'était vraiment de voir combien ça fait une petite douche. En gros, ça m'a permis de voir qu'avec 8 litres, on arrive à se laver rapidement, en coupant très rapidement, et que parfois, quand on rêvasse, on est à 20-25 litres. Donc, très, très, très intéressant pour les économies d'eau, notamment. Ça s'appelle un amphiro. Et puis ensuite, là, il y a notamment ce que je vous montre ici, c'est un hygromètre, donc pour mesurer l'humidité de l'air. Donc, cet appareil-là, donc cette mallette-là, nous, on la prête à des familles durant 15 jours. Donc, c'est des gens qui sont plutôt à l'aise avec l'écrit, etc. On mesure également la température avec des sondes. Voilà. L'idée, ça serait que si vous le souhaitez, l'utiliser chez vous ou au bureau. Et puis ensuite, ça vous donnerait un peu plus d'idées sur les économies à faire, les postes d'économie que vous pouvez faire. Parce qu'ensuite, en fait, quand vous mesurez par exemple la consommation de votre réfrigérateur, lorsque vous avez le rendez-vous de restitution avec un de nos conseillers, eh bien, on vous place votre réfrigérateur par rapport au réfrigérateur moyen. Voilà. Donc ensuite, je pensais notamment à Hervé Glaçon là-dessus. Il y a des outils qu'on a développés pour le web. Donc, notre espace information énergie a développé ce qu'on appelle le wattomètre.
Donc ça peut être super intéressant à faire en atelier, si vous faites un atelier avec des ordinateurs à disposition. Donc, ce wattomètre, en fait, il est un petit peu basé sur l'humour. C'est-à-dire qu'au début, on est mougli. On est mougli, on démarre dans la vie, voilà, on est un petit enfant. Et puis, petit à petit, on va devenir, alors je ne sais plus quoi, là, je ne sais plus, mais en tout cas, Bagheera. Oui, tout n'est pas autour de l'univers de Mowgli. Donc, en tout cas, on va devenir entre guillemets un super-héros parce qu'on aura fait tout un tas de choses. Donc, je vais juste vous montrer. Est-ce qu'on me suit lorsque je fais mes différents… Il faut que tu peut-être fasses un nouveau partage d'écran. Ouais, d'accord. Arrêtez. Je vais partager mon écran pour vous montrer cet outil. Voilà. Donc, il se trouve sur notre site internet, l'ALEC. Donc, c'est le wattomètre. On vous enverra aussi le lien. Voilà. Il est assez sympa à utiliser. Voilà. Donc déjà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le cadre d'un programme européen à destination des jeunes qu'on l'avait développé. Puis ensuite, on l'a traduit en français. Et donc, avez-vous déjà des notions ou pas? Alors, on dit si on est débutant ou pas. Bon, là, on est débutant. On dit qu'on est débutant. Après, je vais pas faire la manip jusqu'au bout parce que je vois qu'il est déjà 17h20, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, dans un premier temps, on va passer d'une pièce à l'autre, donc cuisine, chambre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va d'abord, on va dire, aller dans la salle de bain parce que c'est là qu'on peut faire le plus d'économies. Et là, en fait, on va avoir des différentes actions. Donc, j'utilise un pommeau de douche économe, voir ce que peut donner cet éco-geste. Donc, on me demande quand même des choses. On me demande combien de douches par semaine. Bon, ben, admettons que je me lève tous les jours. Qu'est-ce que j'utilise? C'est de l'électricité. Je réalise cette action maintenant. Hop, génial, wow, vous l'avez fait. Voilà, c'est un peu pour les jeunes. J'en fais trop. J'arrête, c'est cool, c'est niveau supérieur. Voilà. Donc là, déjà, on est bon. Donc déjà, ici, Mowgli, là, il est passé donc en niveau 2. Je crois que c'est le niveau 1, c'est Dark Vador. Oui, parce que voilà, il représente vraiment le côté sombre de la force. Donc 71 € déjà, rien que sur la douche. Donc là, déjà, il est bien parti, le jeune. Et puis ensuite, il va choisir d'autres choses. Voilà, je me lave les mains à l'eau froide. Bon, c'est pas terrible. Je prends des douches courtes. Pareil. Donc, j'indique… donc, non seulement j'ai acheté un pommeau qui me permet de faire des économies, mais en plus, je prends les douches courtes. Hop, 177 €, c'est énorme. Donc, vous voyez. Et ensuite, on fait la comparaison. On dit que ça représente 1490 km en voiture au niveau donc, de la pollution évitée. Voilà. Donc, ça, c'est un outil qui est très sympa. Qui est, si vous avez à disposition un ordinateur lors de cet atelier, qui permet, encore une fois, par le jeu, on apprend souvent mieux. Et puis, je voulais également vous montrer un autre outil qui est un calculateur de consommation d'eau, donc qui nous vient de Grenoble. Donc, c'est Eau de Grenoble qui a mis ça en place. Est-ce qu'on voit bien? Bon, un peu petit. Un peu petit, je vais agrandir. Donc, on me demande déjà combien j'ai de personnes dans le foyer. Donc, je vais dire pareil. On va dire c'est pour les jeunes. Donc, on a une seule personne dans le foyer. J'avais commencé à remplir tout à l'heure pour gagner du temps. Donc, combien je fais de vaisselle? Bon, 6, parce qu'il y a une fois, je ne la fais pas. Voilà. L'eau pour la cuisine, ce n'est pas évident ça à mesurer. Hein. L'eau de boisson, hop, je valide. Donc, déjà, rien que dans la cuisine, par an, je suis à 7228 litres. Donc, c'est assez parlant. Et puis ensuite, je vais passer dans la salle de bain. Donc, je vais dire que je prends 7 douches par semaine. Ah non, je prends 6 douches parce que le dimanche, je prends un bain. Voilà. Que je tire à peu près 3 fois la chasse d'eau par jour. Donc, ça fait 21 par semaine. Que je me brosse les dents matin et soir. Et que je fais une machine.
Donc ça, encore une fois, hein, c'est des petits compteurs qu'on peut augmenter ou diminuer. Donc on valide. Et donc là, waouh! Vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure pour la cuisine? 7000. Et là, la salle de bain, 43 000. C'est assez énorme. Après, voilà, extérieur, on va dire non, on n'a pas de maison, etc. Est-ce que j'ai des fuites? Bon, on va dire que j'en ai pas. On valide. Bon, allez, on va dire que j'en ai. J'ai un robinet que je n'ai pas réparé. Donc, j'ai un robinet qui fait un goutte à goutte. Mais je me dis, oh, c'est pas grave, c'est juste une goutte. Et juste une goutte, vous avez vu? 35 000 litres par an. Juste une goutte. Et si j'avais eu un filet d'eau, donc là, je baisse, hop. Si j'avais eu juste un filet d'eau, 140 000 litres. C'est absolument énorme. On va revenir en arrière, on va dire qu'il a tout bien réparé, le jeune. Et du coup, eh bien, ce jeune, sa consommation annuelle, elle est de 190 mètres cubes. Attention, vous avez une consommation d'eau supérieure à la moyenne. Bien sûr, parce que tout à l'heure, on a dit 120 mètres cubes pour 4 personnes. Alors là, il est seul. Donc, je le trouve très, très bien fait, ce comparateur, ce calculateur. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà. Je vais repartager l'écran. Les liens sont indiqués en dessous de la diapositive. Également, donc, dans les ressources, on vous les montrait tout à l'heure, on a cette fameuse plaquette de l'ADEME. Et puis également un guide des 100 éco-gestes qu'on vous mettra à disposition. Voilà, merci Maïté. Le guide que vous propose Maïté, donc c'est celui qui est tout à droite de mon écran. Et en fait, il se met effectivement en format poster. Donc, on l'a utilisé, nous, en atelier avec Maïté aussi, en utilisant des gommettes pour indiquer là où les gens voulaient faire des efforts. Ce qui est important à la fin d'un atelier, on vous en parlera la prochaine fois lorsqu'on décrira vraiment un atelier, c'est que les gens partent avec des choses à faire. Il y a une notion d'engagement. Et quand on s'engage devant quelqu'un, ben, on s'engage plus durablement. Voilà, donc moi j'en ai terminé de ma présentation. Donc vous pouvez prendre la parole pour les 5 minutes qui nous restent. Parce qu'il y a Geneviève qui a un stylo bleu. Oui. Oui, vas-y. Allez-y Geneviève, je vous entends. Oui, moi je voulais savoir si les documents qui ont défilé, vous allez nous les envoyer par mail. Oui, 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 tout à fait. Oui. Le diaporama, on va vous l'envoyer pour les participants. Merci. Oui. D'accord. Okay. Oui, on va vous renvoyer ça, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez en montrer ça à vos collègues. L'idée, c'est que ça diffuse. Ah oui, parmi vous, et qui est-ce qui va participer à la session qu'on organise le 9 juillet? Hervé, Aurélie. Moi, je me suis inscrite, mais peut-être qu'il faudra que je la fasse en replay plutôt. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, on vous enverra également tout ça. Donc, la prochaine fois, on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de la question des comportements. Et puis, de comment est-ce qu'on bâtit son atelier. Et puis, comme les échanges qu'on a sont assez impersonnels, hein, on ne se voit pas là, pas d'humain. Très concrètement, vous pouvez vraiment donc prendre nos coordonnées, notamment les miens, parce que c'est moi qui m'occupe du prêt de la valise. On vous a montré tout à l'heure la valise et ce qu'elle contenait. Donc, c'était ma question du coup par rapport à cette valisette, on doit la réserver, comment ça se passe du coup, il faut venir la chercher quelque part? Oui, donc il faut m'envoyer un mail, on prend rendez-vous Ouais. et on fait un rendez-vous de prêt de la valise où je vous réexplique comment ça marche. On signe. Pour les structures qui le peuvent, on demande un chèque de caution. On vous le dit avant. Hein. Et puis pour celles qui ne le peuvent pas, eh ben, c'est pas grave. Vous me laissez votre montre ou votre iPhone. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, on comprend bien parfois les travailleurs sociaux des maisons, des MDM, n'ont pas de chéquier à disposition. Et puis, très concrètement, pas le chéquier anciennement M. Collomb.
Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous, ça serait bientôt? Vous seriez intéressé pour la prêter bientôt? Alors, moi, à mon niveau, il faut attendre que je voie avec ma collègue du coup de la MDM de Neuville et savoir quand est-ce qu'on pourrait organiser quelque chose. Enfin, voilà, c'est quelque chose à préparer ensemble. Oui, d'accord, très bien. Donc effectivement, le lieu du prêt, c'est au Breteau. Donc on est accessible par métro. On est vraiment dans la gare des Brotteaux. Hein. On a des locaux à l'intérieur. Et on est, voilà, premier étage. On vous enverra de toute façon l'adresse. Et puis en général, donc on peut la prêter pour un mois, on va dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe en général, c'est que les travailleurs sociaux l'empruntent. D'abord font un petit atelier test entre eux ou entre elles. Et puis ensuite, font l'atelier avec les ménages. Et puis nous ramènent la boîte, enfin la valise. Pardon. Excusez-moi, je suis pas... Voilà, et de mon côté, vous dire, donc auparavant, ce que je faisais, j'intervenais parfois en atelier directement, c'est ce que j'ai pu faire notamment avec le Crous, dans le cadre d'une convention plan d'éducation développement durable avec la métropole. Chose que, donc c'est une sollicitation de finances que je fais à chaque automne. Donc si vous sentez pas de démarrer tout seul et que pour un premier atelier, vous seriez plus confortable de faire une co-animation, on peut peut-être réfléchir à ça. Mais à ce moment-là, moi, il faut que je puisse l'intégrer dans les temps, dans mes demandes de financement. Voilà, donc pour une co-animation, vous pouvez aussi voilà, me solliciter et on voit si c'est possible. On l'avait proposé la dernière fois, puis bon, il y a le confinement qui est passé par là, ça ne s'est pas fait. Mais c'était bien l'idée de compléter cette formation par voilà, vous accompagner jusque sur le terrain lorsque c'est nécessaire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Ouais, on peut faire un petit tour de table rapide de clôture, un petit peu, bon, voilà, si ça vous a apporté des choses, que vous en avez pensé, si vous recommanderiez ça à vos collègues. On va faire dans le même ordre que tout à l'heure, je sais pas. Ou... Bon. Bon, je commence alors. Ouais, du coup, ouais. Ouais, il faut un ordre. Alors, bah, écoutez, oui, c'est très intéressant. C'est beaucoup de données pour moi parce que je ne suis pas vraiment spécialiste là-dedans. Donc, faut que j'intègre tout ça. Dans l'idée, pour moi, de faire un atelier, donc après, c'est avec des jeunes, ça peut être en petit groupe. Donc, ça peut être des groupes de 4 personnes ou 5 personnes. Donc, ça peut rester très ludique. Je ne sais pas par contre combien de temps il faut prévoir pour ce genre d'atelier, jusqu'à quel point il faut sensibiliser, enfin à quel niveau s'arrêter, jusqu'où aller, suivant les jeunes s'intéressent ou pas. En fait, vu que nous les hébergeons, après, il y a une démarche pour qu'ils s'en sortent aussi tout seuls après. Mais bon, après, on a des profils différents. Donc, je pense qu'il faut tester et puis il faut que je vois au fur et à mesure. Enfin, je suis un peu dans le flou. Voilà. Si vous pouvez m'indiquer quelque chose, ce serait bien. Oui, je pense que il y a des choses qui trouveront réponse sur la prochaine séance déjà, comme premier élément de réponse. Après, l'idée, c'est bien de donner à connaître et d'informer. Et dans le cas des jeunes au refuge, j'imagine que voilà, tout est pris en charge et ils n'ont pas pour l'instant d'intérêt direct à faire d'économies, mais il faut peut-être juste l'orienter en disant bah, plus tard, quand vous serez dans votre appart, ça va se passer comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine.
Voilà, et on peut en effet creuser plus sur la prochaine séance. Ok. D'autres paroles? Il y avait Anaïs qui avait décroché son micro déjà. Moi, je prends la parole. C'est possible? Donc, moi, je vous remercie. Et puis, je ne sais pas si je pourrais faire un atelier concrètement parce que ça demande une grosse organisation avec, je pense que ça va être compliqué. Par contre, tous les éléments que j'ai pu avoir, tous les éléments que vous avez pu nous donner pendant cette formation là d'une heure et demie permet justement de rappeler aux gens les éco-gestes, voilà, donner de la formation. Voilà. Merci. Alors, même si vous n'organisez pas d'atelier, n'hésitez pas à nous solliciter pour les brochures qui peuvent être distribuées du coup individuellement. Et je pense notamment à celle du poster qui reprend certaines des images qu'on a vues dans le diaporama et voilà, qui sur un frigo peut vraiment faire office de... Ah oui, et il y en a aussi une que je vous montre qui est sans texte, ils ont fait un travail avec je ne sais plus quel designer, et donc tous les gestes, vous les expliquez à l'oral, comme il y a le support visuel, après ça sert de mémoire, quoi. Celui-là, il est pas mal fait aussi. D'accord. Voilà. Anaïs ou Aurélie? Du coup, je vais prendre la parole. J'ai bien aimé, j'ai appris des choses et découvert les 2 sites internet qui sont bien ludiques et je pense que je partagerai la présentation du coup à notre service des assistantes sociales. Donc voilà, merci. Donc, c'est moi qui parle la dernière du coup. Donc, je vous remercie parce que déjà, effectivement, d'animer une formation comme ça par visio, je pense que c'est vraiment pas simple. Mais c'était quand même bien intéressant. Donc, je vous remercie pour avoir partagé ce moment-là. J'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Pour la mise en place d'un atelier, voilà, c'est des choses à réfléchir aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on intervient beaucoup plus dans l'individuel que dans le collectif, même si chez les bailleurs sociaux, on tend à faire du collectif et on se rend compte de l'intérêt que peut avoir le collectif. Du coup, il y a des répercussions individuelles encore plus importantes parfois. Donc voilà, et je suis par contre très intéressée pour avoir les brochures peut-être plus rapidement parce que je pense que je pourrais plus facilement les utiliser au quotidien que mettre en place l'atelier du coup. Voilà, même si c'est bien un projet qu'on a en commun avec la MDM de Neuville, voilà, ça va demander du temps. C'est vrai que le confinement n'a pas aidé aussi pour qu'on puisse reprendre les choses en main. Donc voilà, ça risque d'être un peu plus long pour l'atelier. D'accord. Mais Aurélie, on peut convenir d'un rendez-vous pour que je vous remette les brochures ou vous passiez les chercher à l'accueil. Il n'y a aucun souci. Hein. Ok, c'est gentil. On va d'abord vérifier les stocks, mais vous nous direz à peu près le nombre dont vous avez besoin. D'accord. D'accord. Ok, merci. Et puis simplement aussi pour répondre à Aurélie et Geneviève, sur l'aspect accompagnement individuel, on a le projet de créer une mini-formation là-dessus aussi. L'accompagnement individuel, à la lecture des factures, etc. Donc ça, voilà, c'est en projet. Et du coup, on vous fera signe quand on mettra ça en place. Et du coup, on va conclure. Merci à vous pour votre participation. C'est pas facile, hein, j'imagine, de suivre comme ça. En plus, voilà, excusez-moi pour tous mes capouillages au niveau micro, machin. Voilà, j'ai pas bien l'habitude moi non plus. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, pour ceux qui pourront participer la prochaine fois, au plaisir de vous revoir ou au plaisir de vous revoir ici pour une formation qu'on animerait. Voilà. Et bien, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.